Pendant que tu regardes cette vidéo, la dette de la France vient d'augmenter de 5 000 €. Oui, tu as bien entendu. Chaque seconde qui passe, ce sont 5 000 € de dette en plus. Le temps que tu finisses de regarder cette vidéo, ce seront plusieurs millions d'euros supplémentaires ajoutés à une montagne de dettes qui dépasse déjà les 3 400 milliards d'euros. Alors la question que tout le monde se pose, c'est est-ce ce que la France est en faillite? Et surtout, est-ce que quelqu'un a le courage de te dire la vérité? Bienvenue sur la facture finale. Ici, on ne tourne pas autour du pot. On regarde les chiffres en face et on te dit ce que personne n'ose te dire. Avant de plonger dans les chiffres, il faut comprendre ce qu'est vraiment la dette publique. C'est simple. Chaque année, l'État français dépense plus d'argent qu'il n'en gagne. Les recettes viennent principalement des impôts, des taxes et des cotisations sociales. Les dépenses, elles, couvrent tout ce qui fait tourner le pays. L'éducation, la santé, les retraites, la défense, les infrastructures, les aides sociales. Le problème, c'est que depuis 50 ans, pas un seul gouvernement, ni de droite ni de gauche, n'a réussi à présenter un budget à l'équilibre. Pas un seul. Pendant un demi-siècle, chaque année, la France a dépensé plus qu'elle ne gagnait. Et pour combler ce trou, elle emprunte. Elle emprunte sur les marchés financiers en émettant ce qu'on appelle des obligations assimilables du Trésor, les fameuses OAT. Ce sont des titres de dette que des investisseurs du monde entier achètent en échange d'un remboursement futur avec intérêt. C'est exactement comme un crédit immobilier, sauf que là, c'est un pays tout entier qui est endetté et ce sont tes impôts qui servent à rembourser. Maintenant, parlons des chiffres. Et accroche-toi, parce que ça fait mal. Au troisième trimestre 2025, la dette publique française a atteint 3 482 milliards d'euros. Pour te donner une idée, si tu empilais des billets de 100 € les uns sur les autres, ça ferait une pile de plus de 3000 km de haut. C'est presque la distance entre Paris et Le Caire. En pourcentage du produit intérieur brut, la dette représente désormais 117%. Ça veut dire que même si la France consacrait toute sa richesse produite en une année, absolument tout, elle ne pourrait pas rembourser l'intégralité de sa dette. Et cette dette ne cesse de grimper. Au premier trimestre 2025, elle était à 3 345 milliards. Au deuxième, 3 416 milliards. Au troisième, 3 482 milliards. En 9 mois seulement, la dette a augmenté de près de 140 milliards d'euros. C'est vertigineux. Mais le vrai problème, ce n'est même pas le montant de la dette. Ce sont les intérêts. Parce que quand tu empruntes de l'argent, tu dois payer des intérêts. Et plus ta dette est grosse, plus les intérêts sont élevés. En 2025, la France paie environ 55 à 67 milliards d'euros par an, rien qu'en intérêts sur sa dette. Le chiffre varie selon les sources et les méthodes de calcul, mais l'ordre de grandeur est là. On parle de plus de 60 milliards d'euros. Pour te donner une comparaison, le budget de l'éducation nationale, c'est environ 63 milliards d'euros. Le budget de la défense, c'est environ 50 milliards. Autrement dit, la France dépense pratiquement autant pour payer les intérêts de ses dettes que pour éduquer ses enfants. Et elle dépense plus pour ses créanciers que pour sa propre armée. Réfléchis à ça une seconde. L'argent qui pourrait servir à construire des hôpitaux, à rénover des écoles, à financer la transition écologique, à créer des emplois, cet argent part directement dans les poches des créanciers. Et cette charge de la dette a doublé en 5 ans. En 2020, on en était à environ 30 milliards. Aujourd'hui, c'est le double. Et si les taux d'intérêt continuent de monter, la Cour des comptes estime que la charge pourrait atteindre 107 milliards d'euros en 2029. Tu imagines. 107 milliards, rien qu'en intérêt. Ce serait de très loin le premier poste de dépense de l'État. Devant l'éducation, devant la défense, devant tout. Mais comment en est-on arrivé là? La réponse est simple, et en même temps, elle est complexe. D'abord, il y a les crises. La crise financière de 2008 a coûté très cher. L'État a dû sauver des banques, relancer l'économie, indemniser le chômage. Ensuite, la crise du Covid en 2020. Le quoi qu'il en coûte de l'ancien président a fait exploser les dépenses. Chômage partiel, aides aux entreprises, plan de relance. On estime que les crises de 2008 et du Covid expliquent entre 44 et 69% de la hausse de l'endettement entre 2007 et 2023. Mais les crises n'expliquent apparemment pas tout. Le problème fondamental, c'est structurel. La France dépense trop par rapport à ce qu'elle gagne. Les dépenses publiques représentent environ 57% du PIB en 2024. C'est l'un des taux les plus élevés au monde. Et les recettes ne suivent pas. Chaque année, le déficit se creuse. En 2024, le déficit public a atteint 5,8% du PIB, soit environ 168 milliards d'euros. C'est énorme. C'est bien au-dessus de la limite de 3% fixée par les critères de Maastricht. Pour la deuxième année consécutive, le déficit s'est aggravé. Et la France est le seul pays en Europe dans cette situation. Parlons justement de l'Europe.
parce que la comparaison avec nos voisins est assez éclairante. La moyenne de la dette publique dans la zone euro est d'environ 87% du PIB. La France est à 117%. On est très loin au-dessus de la moyenne. En termes de classement, la France est désormais le 3e pays le plus endetté de l'Union européenne, derrière la Grèce, qui est à environ 154% du PIB, et l'Italie, qui est à environ 135%. On est devant l'Espagne, devant le Portugal, devant la Belgique. Et surtout, en valeur absolue, la France détient la plus grosse dette de toute l'Union européenne. Plus de 3 400 milliards d'euros. C'est plus que l'Italie, qui est à environ 3 000 milliards. Pendant que les autres pays européens ont profité de la sortie de crise du Covid pour réduire leur endettement, la France a continué à s'enfoncer. Le Portugal, par exemple, a été salué pour son désendettement. L'Espagne a vu sa note de crédit relevée grâce à un dynamisme économique solide. Et la France, elle, fait le chemin inverse. Et justement, les agences de notation l'ont remarqué. En septembre 2025, l'agence Fitch a dégradé la note de la France de AA- à A+. C'est un signal fort. Fitch a justifié sa décision par l'instabilité politique du pays et l'absence d'horizon clair pour stabiliser la dette. Puis, en octobre 2025, c'est Standard & Poor's qui a suivi en dégradant la France également à A+. Pour la première fois depuis plus de 10 ans, la France a perdu son badge AA. Moody's, de son côté, a maintenu sa note mais l'a placée sous perspective négative. Ce n'est qu'une question de temps. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quand la note d'un pays baisse, les investisseurs considèrent que ce pays est plus risqué. Et qui dit plus de risques dit des taux d'intérêt plus élevés quand le pays emprunte. Autrement dit, la dette coûte encore plus cher à rembourser. C'est un cercle vicieux. Plus tu es endetté, plus ta note baisse. Plus ta note baisse, plus emprunter coûte cher. Plus emprunter coûte cher, plus ta dette augmente, et ainsi de suite. Mais alors, est-ce que la France peut vraiment faire faillite? Techniquement, un État ne fait pas faillite comme une entreprise. Il ne met pas la clé sous la porte. Mais un État peut se retrouver dans l'incapacité de rembourser sa dette. C'est ce qu'on appelle un défaut de paiement. C'est arrivé à l'Argentine en 2001, à la Grèce en 2012. Et les conséquences sont catastrophiques. Perte de confiance des marchés, envolée des taux d'intérêt, effondrement de l'économie, austérité brutale, chômage massif. La France n'en est pas encore là. Mais les signaux d'alerte sont au rouge. La Cour des comptes, dans son rapport de début 2025, a tiré la sonnette d'alarme. Elle parle d'une dégradation exceptionnelle et inédite des finances publiques. Elle pointe une incapacité à maîtriser la dynamique de la dépense. Et elle a modélisé un scénario pessimiste mais réaliste où la dette pourrait dépasser 125% du PIB dès 2029 et s'approcher de 130% en 2031. Selon les projections de la Commission européenne, si rien ne change, la dette française pourrait atteindre 142% du PIB en 2035. C'est presque le niveau de l'Italie aujourd'hui. Et l'Italie, rappelons-le, est considérée comme le maillon faible de la zone euro depuis des années. Le gouvernement, évidemment, affirme prendre les choses en main. Le Premier ministre a présenté en juillet 2025 un plan pluriannuel pour maîtriser la dette. L'objectif affiché, c'est de ramener le déficit à 4,6% du PIB en 2026, puis de passer sous la barre des 3% en 2029. Pour cela, le plan prévoit environ 44 milliards d'euros d'économies pour 2026. Mais soyons honnêtes, on a déjà entendu ce genre de promesses des dizaines de fois. Chaque gouvernement arrive avec son plan de redressement, ses objectifs ambitieux, ses belles courbes qui descendent sur les graphiques, et à chaque fois, la réalité rattrape les projections. Les économies prévues ne sont pas réalisées. La croissance est moins forte que prévu. Les dépenses dérapent. La Cour des comptes le dit elle-même. Les hypothèses du gouvernement sont trop favorables sur la croissance et les recettes. Et l'histoire récente leur donne raison. Le déficit de 2024 était censé être de 4,4% du PIB. Il a fini à 5,8%. Un dérapage massif que personne n'avait anticipé officiellement. Et pendant ce temps, l'État continue d'emprunter. En 2025, la France a émis 300 milliards d'euros d'obligations sur les marchés. En 2026, ce sera 310 milliards. Un record absolu. Le montant annuel des émissions a augmenté de 50% en 6 ans. En 2019, on empruntait 200 milliards. Aujourd'hui, 310. Chaque année, une part croissante de ces emprunts ne sert même pas à financer de nouvelles dépenses. Elle sert à rembourser les anciens emprunts qui arrivent à échéance. C'est comme si tu prenais un nouveau crédit pour rembourser ton ancien crédit. Tu ne t'enrichis pas, tu t'enfonces. Mais concrètement, qu'est-ce que ça change pour toi dans ta vie de tous les jours? Beaucoup plus que tu ne le penses. D'abord, les impôts. Pour réduire le déficit sans couper dans les dépenses, l'État n'a pas beaucoup de solutions. Il augmente les prélèvements. La France a déjà l'un des taux de prélèvements obligatoires les plus élevés au monde, et ça risque d'empirer. Ensuite, les services publics.
Quand une part croissante du budget va aux intérêts de la dette, il reste moins pour le reste. Moins pour les hôpitaux, moins pour les écoles, moins pour les transports, moins pour la sécurité. Tu l'as peut-être déjà remarqué, les urgences qui débordent, les classes surchargées, les trains en retard, ce n'est pas un hasard. Et puis il y a l'immobilier. La dégradation de la note de la France peut entraîner une hausse des taux d'emprunt pour l'État. Et quand les taux montent pour l'État, ils finissent par monter pour tout le monde. Les banques répercutent la hausse sur les crédits immobiliers. Ta capacité d'emprunt diminue, ton rêve de devenir propriétaire s'éloigne. C'est mécanique. Et enfin, il y a ta retraite. Le système de retraite français est déjà sous pression démographique. Il y a de plus en plus de retraités et de moins en moins d'actifs pour cotiser. Si l'État doit en plus couper dans les dépenses sociales pour réduire la dette, devine qui trinque en premier. Alors, que peut-on faire? Il n'y a pas de solution miracle. Mais il y a des pistes. La première, c'est la croissance. Si l'économie française croît plus vite que la dette, le ratio dette sur PIB diminue mécaniquement. Mais la croissance française est faible, autour de 1% par an. C'est insuffisant pour résorber une dette de cette ampleur. Il faudrait une croissance beaucoup plus forte, portée par l'innovation, la productivité, l'investissement. Mais pour investir, il faut de l'argent. Et l'argent, il part dans les intérêts de la dette. On tourne en rond. La deuxième piste, c'est la réduction des dépenses. Mais couper dans quelles dépenses? Les retraites, qui représentent le plus gros poste, l'éducation, la santé, la défense, alors que le contexte géopolitique est le plus tendu depuis des décennies. Chaque euro coupé quelque part fait hurler quelqu'un. Et les gouvernements successifs ont montré leur incapacité à réaliser des économies pérennes. La troisième piste, c'est l'augmentation des impôts. Mais la France est déjà championne d'Europe des prélèvements obligatoires. Augmenter encore les impôts risque de faire fuir les entreprises et les talents. C'est déjà le cas. La fuite des capitaux est un phénomène réel. Et chaque contribuable qui part, c'est un contribuable de moins pour financer la dette. Et ce phénomène de fuite des capitaux, on n'en parle pas assez. Quand un entrepreneur français réussit, quand il crée de la richesse, quand il emploie des gens, il se retrouve face à un mur de taxes et de charges. Alors, il regarde ailleurs, la Suisse, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal avec ses régimes fiscaux avantageux, et chaque départ, c'est une perte sèche pour les finances publiques. Moins de recettes fiscales, moins de cotisations, moins d'emplois, moins de dynamisme économique, c'est un autre cercle vicieux. Il y a aussi un aspect qu'on oublie souvent. Plus de 53% de la dette française est détenue par des investisseurs étrangers. Ça veut dire que plus de la moitié des intérêts que la France paie chaque année partent à l'étranger. Cet argent ne circule pas dans l'économie française. Il ne crée pas d'emplois en France. Il ne finance pas des projets en France. Il disparaît dans les portefeuilles d'investisseurs internationaux. C'est littéralement un transfert de richesse du contribuable français vers les marchés financiers mondiaux. Et puis il y a le contexte géopolitique. La guerre en Ukraine a tout changé. L'Europe doit se réarmer. La France doit augmenter son budget défense. Mais avec quoi? Avec de la dette supplémentaire. C'est un paradoxe terrible. Pour se défendre, il faut de l'argent. Pour avoir de l'argent, il faut emprunter. Pour emprunter, il faut être crédible financièrement. Et la crédibilité financière de la France est justement en train de s'effriter. Il y a aussi la question de l'inflation. L'inflation, en théorie, réduit le poids de la dette en valeur réelle. Si les prix augmentent, les recettes fiscales augmentent aussi, et la dette ancienne pèse relativement moins lourd. Mais l'inflation a aussi un coût énorme pour les ménages. Elle ronge ton pouvoir d'achat. Elle augmente le coût de la vie. Et dans le contexte actuel, avec des taux d'intérêt qui remontent, les nouveaux emprunts coûtent plus cher, ce qui annule en partie l'effet positif de l'inflation sur la dette ancienne. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de solution indolore. Réduire une dette de cette ampleur prendra des décennies, si tant est que la volonté politique existe. Et pour l'instant, la France continue de repousser le problème. Chaque année, on emprunte plus pour rembourser ce qu'on a emprunté avant. Chaque année, les intérêts grossissent. Chaque année, les marges de manœuvre se réduisent. Alors, est-ce que la France est en faillite? Non, pas encore. L'État français peut encore emprunter. Les investisseurs continuent de lui prêter de l'argent. La France bénéficie encore de la solidité de la zone euro et du soutien implicite de la Banque centrale européenne. Mais les signaux d'alerte sont là. Les agences de notation dégradent. La dette explose. Les intérêts dévorent le budget. Et surtout, aucun plan crédible ne se dessine pour inverser la tendance. Le mot faillite n'est peut-être pas le bon. Mais le mot déclin, lui, correspond parfaitement à ce qui se passe. La France n'est pas en faillite, mais elle est au bord d'un précipice. Et à force de faire un pas de plus chaque année, il arrivera un moment où il sera trop tard pour reculer. Voilà la facture finale. Et cette facture, c'est toi qui vas la payer. C'est moi qui vais la payer. Ce sont nos enfants qui vont la payer.
Et le plus injuste dans tout ça, c'est que les générations qui ont accumulé cette dette ne sont pas celles qui vont en subir les conséquences les plus lourdes. Un jeune qui a 20 ans aujourd'hui va hériter d'une dette qu'il n'a pas choisie, d'un système de retraite fragilisé, d'un marché immobilier inaccessible et d'un État qui n'a plus les moyens de ses ambitions. C'est la génération sacrifiée. Et personne ne lui demande son avis. On pourrait aussi parler de ce que font les autres pays pour s'en sortir. L'Allemagne, par exemple, a un ratio de dette d'environ 63% du PIB, presque 2 fois moins que la France. Les Pays-Bas sont à environ 44%. Le Portugal, qui était au bord du gouffre il y a 10 ans, a réussi à redresser ses comptes et affiche aujourd'hui un excédent budgétaire. La Grèce elle-même, après une décennie d'austérité terrible, commence à stabiliser sa situation. La France, pendant ce temps, continue de s'enfoncer. Le problème n'est pas économique, il est politique. Aucun dirigeant n'a le courage de dire aux Français qu'il faut faire des sacrifices. Alors, on emprunte, et on laisse la facture au suivant. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, abonne-toi à la facture finale. Active la cloche pour ne rater aucune vidéo. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui pense que la dette, ce n'est pas son problème. Parce que la dette, c'est le problème de tout le monde. À très vite pour la prochaine facture.